Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Elisabeth Horowitz pour son dernier livre, L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques. Nous avons déjà fait une première partie sur l'épisode précédent, le 78. Si les actes symboliques vous intéressent, Elisabeth parle du dessin, et pas que pour les enfants. Elle parle aussi de l'utilisation de figurines miniatures pour se faire des mini-constellations familiales gratuites, de l'utilisation des masques et de la thérapie narrative, c'est-à-dire faire des lettres. D'ailleurs, je viens d'en faire une, là, il faut que je l'envoie. Sans transition, on reprend avec les actes libérateurs pour l'énurésie, autrement dit le pipi au lit qui persiste après 3-4 ans. C'est parti! Alors voilà, pour l'énurésie, il y a plusieurs solutions. La première solution, au lieu de dire à l'enfant de le faire culpabiliser, c'est que les parents s'endorment avec lui dans le lit et tout le monde fait pipi au lit. Ben, ça va se résoudre parce que l'enfant ne se sent plus seul avec son symptôme. Puis il y a toujours l'aspect humoristique dont les parents vont dire finalement on va tous boire des litres d'eau avant de se coucher, on va tous se coucher dans le même lit et puis on fera tous pipi, on va se réveiller dans la nuit parce qu'on aura envie d'aller aux toilettes. Au lieu d'aller aux toilettes, on va faire pipi dans le lit, tout le monde à la même heure. Donc l'enfant, tout le monde va partir d'un grand éclat de rire, on va transformer en fait ce symptôme qui durait déjà peut-être depuis des semaines, des mois. Voilà. Alors si les parents ne veulent pas faire ça, il y a d'autres solutions. Au lieu de punir le symptôme, on peut le récompenser. Il y a des thérapeutes américains qui, chaque fois que l'enfant fait pipi au lit, lui donnent $1, par exemple. Donc, ils récompensent le symptôme au lieu de le punir. Autre stratégie qui permet au symptôme de s'atténuer. Autre stratégie, en général, quand l'enfant fait pipi au lit, c'est la mère qui change les draps et qui prend tout en charge. Là, on demande au père. Là, on va demander au père, c'est-à-dire qu'on swift les rôles parentaux et on s'est rendu compte que pour plein de pathologies, plein de difficultés à l'adolescence, quand les parents swiftent leur rôle, le problème se résout. Quand ça marche pas avec la maman, puisque en général c'est elle qui change les draps, qui fait un petit peu la morale, mais bon voilà. Donc là plus du tout. Et en général quand c'est un garçon qui souffre d'énurésie et que c'est le père qui change les draps, le symptôme s'arrête parce que l'enfant a honte que ce soit le père, une question de virilité aussi. De manière sous-jacente, l'énurésie, c'est qu'un symptôme, il y a peut-être d'autres problèmes derrière. Il y a peut-être que les parents se disputent, il y a peut-être un problème de harcèlement scolaire, il y a peut-être une rivalité avec un frère ou une sœur ou le fait de partager la même chambre. Vous voyez, l'énurésie, c'est juste un symptôme. Ouais. Mais alors, bien sûr, nous, on va donner des solutions parce que c'est le propos des actes symboliques, mais il faut bien être conscient que derrière, il y a d'autres choses, très certainement, et c'est ces choses-là qu'il va falloir régler. Oui, et ça va être résolu par l'acte symbolique sur le symptôme lui-même, c'est-à-dire que l'enfant fera plus pipi au lit. Mais pourquoi il faisait pipi au lit ? Peut-être qu'il avait des stress dont il ne parlait pas, peut-être qu'il était abusé par un oncle, une tante, un des grands-parents, un frère, une sœur, peut-être qu'il était maltraité verbalement, peut-être qu'à l'école, on le harcelait, peut-être qu'il a un problème avec un professeur, peut-être qu'il y avait il y a eu un deuil dans la famille et puis il n'a pas pu aller à l'enterrement, on n'a pas pu en parler, donc il y a un deuil non fait qui est resté bloqué. Et il y a tellement ou peut-être que les parents se disputent et sa façon d'exprimer la charge mentale, ça va être, ou la charge émotionnelle, ça va être de faire pipi au lit parce qu'il a peur d'être séparé ou que ça s'envenime ou que la situation, vous voyez. Donc là, après, il y a des pistes de réflexion sur l'origine du symptôme parce que dans les actes symboliques, on ne parle pas de l'origine du symptôme, mais nous, en tant que thérapeutes, et même les familles doivent en être conscients qu'il y a toujours une ou plusieurs raisons. Et se rendre compte qu'effectivement, il y avait une patate chaude au fond et que… C'est ça. Ouais. Moi, j'ai lu cet acte hier soir, je suis tombée dessus, je me suis dit, oh, formidable. Sauf que moi, c'est pas un garçon qui fait pipi au lit, c'est un garçon qui fait pipi sur lui. Sur lui, quand il est à l'extérieur et quand il est émotionnellement en joie, il lâche tout. C'est ce qui est ressorti de cette séance. Et c'est peut-être un papa qui est un peu trop autoritaire. Donc, quand il lui permet de se lâcher, il lâche tout.
Alors, ben là, par exemple, si le père est d'accord, ils pourraient aller tous les deux, voilà, par exemple, se balader dans la nature, et puis ils boivent beaucoup avant d'y aller, et Ouais, puis tous les deux en même temps, ils font pipi, le père aussi. Ça peut être une tout façon à de fait. régler le problème, parce que le père, Exactement. quelque part, il va être complice du symptôme, mais quelque part, c'est une complicité à un niveau plus profond, et puis de dire, ben finalement, c'est pas si grave. Voilà, donc l'enfant, il peut peut-être passer à autre chose après. Mhm. Mais aussi le symptôme, ça peut être un symptôme de peur parce que c'est vrai que quand on a peur, des fois on fait pipi, même des fois des adultes, la peur, ça peut. Et le pire, c'est quand on a un parent autoritaire parce qu'on a tout le temps peur. On ne sait pas de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il va nous interdire. En tout cas, le symptôme n'arrivait pas dans la peur, mais dans Dans la enfin, joie. dans la joie, dans cet espace de liberté qui était autorisé par le père. Ah oui. Ah Ouais, oui, parce qu'il n'y a peut-être pas d'espace de liberté suffisamment exactement. autorisé. Alors, déjà, moi, au niveau des vêtements, je conseille de ne pas reporter des vêtements qu'on a portés lors de journées difficiles ou même traumatiques. C'est à titre personnel, voilà, mais ça, je l'explique dans l'ouvrage. Bon, le premier acte, c'est quand, par exemple, vous avez des difficultés pour communiquer avec quelqu'un. Dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter de parler et vous écrivez un message sur un t-shirt blanc. Bon, si possible, un message positif ou un résumé de ce que vous souhaitez, message que vous voulez faire passer. Vous voyez, parce que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, surtout si la personne est énervée ou vous êtes déjà en conflit, etc., que vous n'arrivez pas à vous entendre, le fait de passer de l'oral à l'écrit va changer la donne. Donc, il faut pas essayer de s'expliquer, de raisonner, d'avoir raison. Quelquefois, ça ne donne rien. Au contraire. Donc, dans ces cas-là, il faut arrêter de parler et de marquer un message essentiel sur son t-shirt blanc. Voilà. Donc, la personne ne peut pas ne pas le voir et va réagir différemment au message écrit plutôt qu'au message parlé. Voilà. Parce que sans compter que la parole est sujette à interprétation. Donc, parfois, il vaut mieux aller à l'essentiel, écrire quelques mots sur un t-shirt et voilà, ou sur la glace de la salle de bain. Comme ça, la personne se lève, elle rentre dans la salle de bain, elle voit un message, elle s'y attend pas. Ça peut être un message surprise, ça peut être un message dans une autre langue ou un hiéroglyphe. Enfin bon, voilà, on peut. Il faut quand même que ce soit compris par l'autre personne. Mais pas forcément, parce qu'il y a l'effet de surprise aussi. Je dis, mais vous écrivez à l'envers. Vous dites, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on a écrit sur la glace de la salle de bain, chose qui n'arrive jamais? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, il y a tout, parce que la surprise aussi, c'est souvent ce qui manque dans la vie. Tout cet aspect routinier, d'ennui, etc. On fait toujours les mêmes choses. Tout est un petit peu, quand on vit avec quelqu'un depuis 10, 15 ans, 20 ans, bah, tout est un petit peu, voilà. C'est aussi un acte pour remettre de la fantaisie, un peu de fantaisie. Vous pouvez marquer un message sur la glace de la salle de bain sous forme d'interrogation. Alors, pour en revenir aux vêtements, parfois, donc pour les personnes qui doutent d'elles-mêmes, je leur fais porter des médailles ou des vêtements plus sophistiqués. Pour les personnes qui ont des complexes intellectuels, il y a toute une mise en scène aussi avec des actes symboliques progressifs pour symboliser le complexe intellectuel, surtout lorsqu'on a dû arrêter les études trop tôt. Voilà, de passer de bonnets noirs ou à des chapeaux de plus en plus élaborés. En fait, la mise en scène symbolique, ça permet à la psyché de trouver des clés différentes. Plutôt que de parler d'un problème, on le met en scène. Et quelquefois, on le met en scène de manière progressive. C'est comme quand je demande aux personnes de porter un poids dans leur sac ou dans une valise qui va symboliser leur problématique pendant tant de jours. Au fil du temps, on peut l'alléger. Vous voyez, donc c'est concret. Ah oui, Parler d'un complètement. problème, du poids d'un problème, bah oui, mais si vous portez un poids de 10 kilos, c'est déjà beaucoup plus concret. Pour rester sur les vêtements, quelquefois, je fais porter des vêtements noirs pendant un certain nombre de jours. Et puis, on va éclaircir au fur et à mesure. Ça va être gris, marron, rouge, couleur chair, quelquefois doré. Il y a toute une symbolique aussi, parce que quelque part, le vêtement, c'est notre corps. La psyché fait pas tellement de différence entre notre corps et ce qu'on porte sur notre corps. J'en prends pour exemple un thérapeute qui reçoit une patiente qui a la sensation d'éclater en 1000 morceaux et qui lui conseille de porter des pullovers très serrés.
pour ressentir les limites de son corps. Vous voyez, c'est typiquement un acte symbolique où on va pas expliquer le symptôme, mais on va tout de suite donner un conseil concret, donc là qui passe par le vêtement, pour que la personne retrouve la sensation de son corps. Et c'est tout simple. Voilà, bon, donc c'est génial. Ouais. Toujours. Alors évidemment, après, avec les vêtements, on peut s'habiller comme les parents, voilà, pour dans cette phase d'identification. On peut s'habiller donc de vêtements comme quand on était enfant. Quand par exemple, on va se rendre au cimetière pour parler sur la tombe d'un parent ou d'un aïeul, et on peut s'habiller comme quand on était enfant, comme quand on vivait avec lui. Ça va être beaucoup plus fort. Quelquefois, pour s'expliquer aussi, quand par exemple, les grands-parents sont décédés, qu'on a été maltraités ou abandonnés, ou voilà, on peut se rendre sur leur tombe. Parce qu'il y a pas mal de rituels justement avec dans les cimetières. On peut leur écrire, on peut enterrer des petits mots comme ça au devant de leur tombe, si on a des choses à leur dire, ou on peut s'expliquer oralement en étant habillé comme à l'époque, par exemple. Et on va dire des choses différentes, puisque par le vêtement, on va retourner symboliquement à une période antérieure de notre vie, en se coiffant de la même manière, en écrivant aussi des lettres, une façon d'écrire enfantine. Alors, il y a d'autres actes symboliques qui alternent les jours, jour pair et impair. Pour les problèmes de couple, par exemple, les personnes qui sont en couple et qui ont des difficultés, on peut scinder la semaine en jours pairs et impairs. Les jours pairs, ce sera l'épouse qui aura tout pouvoir sur le foyer, les décisions, l'organisation, le choix des repas. Et les jours impairs, ce sera le mari. Ça permet de ne plus lutter pour le pouvoir et d'atténuer les conflits. Alors effectivement, on peut le faire sur du long terme si on est vraiment en conflit depuis longtemps. Donc s'habituer à partager le pouvoir, on peut le faire sur un certain nombre de semaines, jusqu'à temps que on ait retrouvé un peu d'harmonie, que les disputes cessent, etc. On évite de s'expliquer, on évite de parler des problèmes, on passe à l'action. Et c'est ça tout le principe du livre. Parce qu'il faut activer des zones du cerveau différentes que celles du langage pour solutionner quelque chose. C'est pour ça, on a dit les vêtements, on a dit le dessin, on a dit le modelage, mais ça peut être aussi porter donc certaines choses sur soi. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le livre d'Elisabeth Horowitz intitulé L'action qui libère. Le prochain et dernier épisode parlera d'actes symboliques pour un parent absent, pour changer de métier aussi grâce aux vêtements. Un acte avec des petits papiers aussi, un acte que Elisabeth m'a donné à faire fin juin. Et puis un acte symbolique en grand sur les murs de chez vous. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Tipeee est toujours là et je vous dis à très très bientôt. Un grand merci.